Bonsoir Benoît Grémard, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études des stratégies et de défense. Voilà, Trump qui revient un peu sur ce qu'il a dit la veille, c'est-à-dire que finalement cette offre n'est pas sa dernière offre, mais bien sûr l'ultimatum tient toujours le 27 jours de Thanksgiving. Oui, tout à fait. Bon, là, on est dans le cadre d'un diktat, c'est-à-dire en fait un accord diplomatique imposé vis-à-vis en fait de l'Ukraine, donc une souveraineté qui est relativement bafouée. Si on commence en fait à lire les 28 points qui étaient abordés par le président Trump et son équipe, on concède absolument tout ce que Vladimir Poutine en fait souhaitait, et en même temps, on empêche aussi l'Ukraine de se reconstituer vis-à-vis en fait d'une future attaque possible. Mais en même temps, Vladimir Poutine lui-même dit que ce plan il n'est pas définitif pour lui. Ça veut dire qu'il veut encore grappiller des choses. Oui, tout à fait, dans le sens où son armée est en avantage, à la fois donc numérique et au niveau sur le terrain. Et donc, Vladimir Poutine, en fait, on revient en fait là, si vous voulez, au sommet du 15 août 2025, où Vladimir Poutine était en position de force. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et donc, le temps joue pour lui. Alors, aux États-Unis, on a parlé de Donald Trump, mais il y a aussi des voix qui s'élèvent contre le plan de paix de Donald Trump. Ce sont de l'opposition de sénateurs américains. L'histoire nous montre, je les cite, que le Poutine ne comprend que la force et ne respectera aucun accord, à moins qu'il ne soit garanti par la contrainte. Ces trois élus démocrates, un sénateur indépendant et un élu républicain, qui sont membres du comité du Sénat sur les relations internationales, qui donc vous disent à Donald Trump, attention, il y a danger. Oui, tout à fait. Puis dans l'idée où Vladimir Poutine est au pouvoir depuis presque plus de 25 ans, au 25. pouvoir suprême au niveau de la Russie. Et par le passé, il a déjà en fait montré, prouvé et illustré qu'on ne pouvait pas forcément lui faire confiance pour respecter les accords internationaux. Notamment en 2014 et 2015, vous aviez les accords de Minsk. Et là, la proposition de paix en fait qui est proposée est une exacte répétition dans l'idée en fait où on fige le statu quo militaire sur le terrain pour conférer un avantage politique et diplomatique à la Russie pour qu'elle puisse jouer peut-être en fait une nouvelle phase dans l'avenir. Il est plus puissant que jamais, là. On le dit souvent, mais est-ce que c'est le cas, là, aujourd'hui, pour Vladimir Poutine? Absolument, dans l'idée où l'opposition interne est beaucoup trop faible pour envisager un renouveau politique le concernant. Il a su justement entraîner, fédérer à la fois ses équipes, ses troupes et aussi son élite politique qui en fait est au pouvoir aussi en même temps que lui et qui lui est fidèle. Ce qui veut dire que Vladimir Poutine est bien assis en fait dans son poste au moins jusqu'en 2035 ou 36. Alors, il y a ces deux sommets, là, le G20 et ce rendez-vous demain à Genève, pour que l'Europe puisse peser enfin, j'allais dire, dans les débats. Emmanuel Macron en tête s'est exprimé tout à l'heure depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Il veut donc participer au pourparlers, discuter de ces 28 points. Il y aura donc avec lui les Allemands, les Britanniques, les Allemands d'ailleurs, alors qu'on a entendu le chancelier allemand qui semblait se différencier sur les points stratégiques des Européens. Oui, dans l'idée où c'est toujours, vous savez, la coalition des volontaires qui pose des questions, et donc l'implication de chaque nation européenne qui serait les seuls finalement vis-à-vis de la Russie, du fait du retrait américain qui est préprogrammé. On en revient, si vous voulez, aux brigades internationales, à savoir est-ce qu'une coalition des volontaires sera suffisamment efficace, coordonnée, dans un cadre qui ne sera pas celui de l'OTAN. Il faudrait à ce moment-là que l'Europe se fédère sur cette question de défense, mais les plans ne sont pas encore établis. Dans le même temps, on se met à la place donc de Volodymyr Zelensky. Enfin, en tout cas, on ne peut pas se mettre à sa place. Mais la pression est énorme, on l'a dit, du côté de Poutine, du côté de Trump. Choisir entre la dignité, c'est sur ces mots, et perdre un partenaire clé, c'est-à-dire les États-Unis, et donc des moyens, que ce soit financiers ou militaires, pour combattre la Russie. C'est un tournant, là, depuis 2022, qui se joue cette semaine. Oui, dans l'idée où c'est un tournant vis-à-vis de sa relation avec Donald Trump, dans l'idée où il l'accule en fait à un moment donné où les négociations se font maintenant sans les Européens, ce qui est finalement un camouflet pour Volodymyr Zelensky. L'initiative américaine exclut donc les Européens dans les négociations, alors qu'elle les intègre au niveau des actifs gelés, au niveau de l'intégration de l'Union européenne. Et il sent bien en fait que tout se joue contre lui et pour Vladimir Poutine.
un moment où aussi, on le rappelle, hein, la présidence ukrainienne est fragilisée par un scandale de corruption impliquant les proches, hein, de Volodymyr Zelensky. Oui, et c'est d'ailleurs en fait, si on lit dans les 28 points qui sont abordés par le président Trump, le point numéro 25 prévoit des élections ukrainiennes dans les 100 jours qui suivraient de l'accord. Oui, c'était tout parce qu'il voulait se débarrasser de Volodymyr Zelensky. On peut éventuellement y voir une certaine manœuvre, oui. Bien sûr, tout ça sera à suivre sur France Info. Donc demain, le sommet à Genève et la semaine prochaine, donc des pourparlers qui vont continuer. Grande manœuvre donc diplomatique pour donc trouver une solution avant le 27 novembre, c'est-à-dire jeudi prochain, comme le souhaite Donald Trump. Merci beaucoup, Benoît Grémard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre éclairage dans le 23h.